Je suppose que dans la salle, il y a énormément de questions qui se posent à vous parce que ce récit est vraiment un récit nouveau sur notre histoire qui réunit vraiment des découvertes très très récentes et qui sont liées à des missions dont vous avez profité vous-même, enfin plutôt participé vous-même, Jean-Pierre, des missions extrêmement complexes qui demandent des années et des années de préparation, comme celle de Rosetta, par exemple, sur la petite comète Tchouri. Et puis, la question du vivant se pose toujours. Enfin bon, là, je trouve que c'est un film génial parce que effectivement, ils ont réuni, les scénaristes ont réuni toutes les dernières découvertes, qu'elles soient spatiales ou qui concernent la biologie ou la physique ou la chimie, et ils sont arrivés à écrire un nouveau récit. Alors, est-ce que vous l'aviez jamais vu, ce film, en fait? Quelle a été votre participation, juste? Alors d'abord, oui, je n'avais pas vu le film, j'avais pas très envie de le voir, à vrai dire. C'est une longue genèse, ce film. Quand Serge Brunier et Bruno Buchet sont venus me voir, ça date déjà de, je sais pas, 3-4 ans au moins. Ils avaient l'idée de faire un film sur l'évolution de la Terre. Ce problème de savoir est-ce qu'on parle de la Terre ou de la vie est venu progressivement. En fait, il y a quasiment 2 films dans le film. Il y a la question de savoir si la Terre est unique et si la vie est unique, qui sont 2 choses qui ne sont pas nécessairement couplées. Et vous avez vu, c'est ça qui fait que le film en fait est très long. Quand on a discuté de ça au démarrage, ils sont venus, on a parlé beaucoup, on a essayé de regarder quels étaient les contributeurs éventuels dans l'un et l'autre des domaines, c'est-à-dire ceux qui ont fait ce changement de paradigme très important sur la question de savoir s'il y a d'autres planètes comme la Terre ou pas, qui commence à être tranché, qui n'est pas entièrement encore, et il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des exoterres, qu'on peut trouver des terres ailleurs, etc. Donc c'est à ce moment-là que moi j'étais assez déjà militant pour que ce que l'on trouve dans le système solaire arrive à une formulation qui montre bien qu'effectivement il y a cette question de l'unicité de la Terre devient de plus en plus fondamentale et il y a un tas d'impacts par-delà la sphère scientifique, sociale et tout ça. Est venue se greffer là-dessus la question de l'unicité de la vie qui n'est pas nécessairement traitée de la même manière. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de biologistes ont été mis à contribution, en particulier donc Curie, que vous voyez dans le film, qui est aussi d'Orsay d'ailleurs, et Michel Viseau. Et sur ce deuxième plan, les choses sont plus récentes et n'ont pas abouti encore d'ailleurs à la même formulation. Et quelque part, moi, je n'ai pas participé au montage de ce film, comme en général on ne demande pas aux gens qui ont été... Moi, j'ai enregistré des heures, mais ils ont fait ce montage et je sens que sur cette question de la vie, il y a encore... je pense que si on devait le faire aujourd'hui, on dirait les choses encore différemment. Votre récit, si on vous avait invité à l'écrire, il aurait été très différent? Je pense qu'il y a 5-6 ans, non. Aujourd'hui, oui. Sur toute la première partie, la question de savoir si la Terre est unique ou pas, je pense qu'ils ont fait un sans faute. Là, ils ont très bien pris en compte toutes les contributions qu'il peut y avoir. Je l'aurais probablement dit un peu différemment, mais l'idée majeure là-dedans, c'est que le mot même de planète a énormément changé au cours des siècles, au cours du temps et au cours des années qui viennent de se voir. Une planète, c'était un objet d'abord qui avait une trajectoire différente, c'est pour ça qu'on appelait ça une planète, un astre vagabond, qui se retrouve tous les soirs pas à la même position dans le ciel. Et puis c'est devenu après un objet qui gravite autour d'une étoile. Et puis il y a eu tout ce débat avec Copernic et puis les autres pour démontrer que la Terre est une planète banale. Mais de quel point de vue? Avec cette idée que tous ces objets, ils ont comme caractéristique de tourner autour d'une étoile centrale. Et pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, on a toujours pensé que ce qui fait la différence entre les différentes planètes, eh bien, c'est lié à ce mouvement dynamique, des tailles différentes, des distances différentes à l'étoile, etc. Ce n'est qu'assez récemment qu'on a compris que ce n'est pas le cas si la Terre est différente de Vénus, qui est différente de Mars, différente, etc. Ce n'est pas que parce qu'il y a une distance différente, une dynamique différente. Il y a énormément d'autres paramètres. Et quand on commence à rentrer dans ces paramètres, on s'aperçoit que ce n'est pas tant les lois qui sont différentes que les formes particulières prises par ces lois. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre l'accent sur 2 effets essentiels qui sont bien dits dans ce film. L'histoire de la migration planétaire, c'est pour ça que Sandro Morbidelli est intervenu au début pour montrer que la dynamique primordiale, c'est quelque chose qu'on ne savait pas il y a 10-15 ans.
que Jupiter avait migré, que c'est une migration très particulière de Jupiter qui ont ensuite été rattrapés par Saturne, qu'il est tous les deux par ce qu'il ne dit pas là, enfin ça n'a pas été mis au montage, c'est pas simplement que Saturne a rattrapé Jupiter, c'est le rapport de masse entre Saturne et Jupiter qui a fait l'évolution. Saturne aurait été, pour des raisons liées à la taille du disque essentiellement, un petit peu plus massive ou un peu moins massive, eh bien ça n'aurait pas arrêté Jupiter au même endroit et on ne serait pas là non plus pour en discuter. Et donc, c'est là qu'on s'est aperçu que on essaie de théoriser avec cette notion de contingence a été fondamental pour construire une Terre tout à fait particulière. Quand vous êtes... excusez-moi, moi, mon rôle, c'est de vous embêter en vous coupant. C'est parfait. Parce que sans ça, vous partez. Hein. Oui. Merci. Et je voudrais que vous apportiez quelques précisions par rapport à votre ressenti, justement, quand cette information vous est arrivée, ces découvertes, justement, sur la migration, ça a changé quand même beaucoup de choses dans votre vision. Absolument, des choses. Ça a été bouleversant pour vous. Oui, cette fameuse découverte en 95, c'est pas de la préhistoire, mais ça dure maintenant, ça fait déjà quand même plus de 20 ans, qu'il existe bien des planètes autour des autres étoiles. À nouveau, ça, c'était une idée qui a été banalisée par énormément de gens avant qui l'ont proposée. Mais de le proposer à le vérifier, il y a un pas énorme. Surtout que quand ils l'ont proposé, ce n'était pas la seule théorie. Il y avait toutes les théories qui avaient été unifiées par Buffon, vous savez, celui qui a créé le muséum, qui lui pensait que les planètes avaient été faites d'une manière discontinue et que ce n'était pas du tout un système de planètes. Mais c'est quand Laplace au XVIIIe siècle et puis d'autres qui ont effectivement dit non, nécessairement quand une étoile se forme, il y a des anneaux autour dans lesquels des planètes vont se faire. Donc c'est cette théorie-là qui devait être confortée à un moment donné. Eh bien, c'est en 1995 pour la première fois qu'on a observé indirectement, parce qu'on ne peut pas observer une planète facilement à côté d'une étoile, l'étoile est trop brillante, mais on peut mettre en évidence l'effet de la planète sur l'étoile, et c'est ça qu'ont fait Mayor et Kellos en 1995, et ils en ont eu le prix Nobel pour ça, donc c'était une découverte fondamentale. Mais le plus important, ce que d'ailleurs je disais hier soir, le plus important de mon point de vue, c'est pas simplement qu'ils ont validé une hypothèse, parce qu'après tout, c'est très important de valider, mais si ce n'était que cela, ça n'aurait pas fait faire le bond considérable dont on discute en fait ici. C'est qu'on s'est aperçu que la planète qu'ils ont découverte, ce que dit d'ailleurs Morbidelli à un moment donné, c'est pas du tout une planète telle qu'on pouvait le concevoir. C'est une planète quasiment de la taille de Jupiter, mais plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Or, l'idée même que l'on se fait de la manière dont une planète géante doit se former empêche d'avoir une planète qui se forme si près. Et c'est de là qu'est venue l'idée que, entre le moment où la planète s'est formée, ce Jupiter-là, cette première planète, exoplanète qu'on a découverte, et le moment où on l'observe, elle s'est déplacée, elle a migré. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, mais si elle a migré, quel est l'effet de cette migration sur le système lui-même? Et c'est là que tout d'un coup, un pan entier de la recherche a démarré, qui est de montrer que lorsqu'une planète se met à spiraler comme ça pour descendre vers son étoile... Attirée par son étoile, la force gravitationnelle, oui, finalement. Oui, bien sûr, mais pas que par l'étoile. Et c'est ça qui, en fait, est la différence. C'est qu'avant, les gens pensaient que les planètes n'étaient attirées que par les étoiles. On a oublié qu'entre la planète et l'étoile, il y avait tout un disque encore de matière qui n'avait pas encore coagulé, et que c'est l'interaction entre la planète et ce disque qui fait qu'elle se déplace. Mais en se déplaçant, elle vide ce disque pour l'essentiel. Et elle le vide tellement que si elle se rapproche trop de l'étoile, il n'y a plus rien pour former d'autres planètes derrière. Et donc tout d'un coup, on a réalisé que si Jupiter s'est déplacé, et c'est ça que Morbidelli a démontré avec son équipe, ça aurait pu être catastrophique parce qu'une planète qui rentre dans le système interne, elle vide tout. Et il n'y a plus de planète comme la Terre. Et donc, on doit notre existence au fait que Jupiter n'a pas pu aller jusqu'à l'étoile centrale. Elle vide tout. Vous voulez dire que la planète permet l'agrégation de toutes les petites roches? Elle agrège et aussi elle éjecte les grains. Elle agrège et puis tous les grains qui sont, ou les blocs qui sont entre les deux, tout d'un coup, par résonance, ils tombent vers l'étoile ou ils sont éjectés à l'extérieur. Et le résultat, c'est un disque vide. Et donc, il faut, pour expliquer qu'on est là, que le disque n'ait pas été entièrement vidé, sinon on n'a plus la matière. Et c'est là qu'ils ont eu cette idée assez géniale de mettre non pas simplement une, mais plusieurs planètes géantes en formation, qui toutes vont se mettre à migrer et qui vont arriver, mais à nouveau par une contingence incroyable, dans ce rapport de masse entre Jupiter et Saturne tout à fait particulier, à se bloquer à un moment donné, à un moment où Jupiter était à peu près à la distance de Mars aujourd'hui, en laissant un petit bout de disque à l'intérieur, et que le rapport de Mars a fait que les deux, au lieu de continuer vers l'intérieur, se sont mis à partir vers l'extérieur. Si Saturne avait été plus léger, moins massif,
eh bien, il n'aurait pas pu empêcher Jupiter de continuer. S'il était plus massif, les deux auraient continué vers l'intérieur. Et donc, c'est ça qui a été une véritable révolution introduite par cette découverte des planètes, des exoplanètes, et ensuite travaillée par des gens comme Morbidelli pour montrer qu'effectivement, ce sont des paramètres infimes qui fabriquent en fait le résultat, c'est-à-dire l'évolution de ce qui va rester. C'est pas pour dire, et alors c'est là que je suis peut-être pas entièrement d'accord avec la manière de dire les choses dans ce film. C'est pas que on a eu la chance de, c'est qu'on est le résultat de tout cela, mais il n'y a pas de chance là-dedans. Il n'y avait aucune direction disant que l'univers devait un jour conduire au fait que ce dimanche après-midi, on en parle. Oui, mais vous-même, vous rentrez dans ce jeu-là, puisque quand vous dites, par exemple, que si Jupiter avait continué sa migration vers le Soleil, malheureusement, ça aurait été catastrophique. Non, je n'ai pas dit malheureusement. Non, vous n'avez pas dit malheureusement. Mais vous avez dit catastrophique. C'est pas catastrophique. Non, la catastrophe. Non, bien sûr que non. Ça aurait donné une autre évolution. Et pour juste terminer là-dessus, ce que Mayer et Kellos ont montré, c'est que tous les systèmes qu'on met en évidence maintenant ont précisément vécu ces autres évolutions. En d'autres termes, quand il y a de la migration planétaire, qui est un phénomène parfaitement générique, il y en a de partout, à chaque fois, ça va prendre une forme différente. Et de cette forme différente va naître une évolution distincte, des systèmes différents, des planètes différentes, etc. Et quand on prend pour notre propre système la somme de tous ces processus qui ont façonné, moulé ce qui est devenu notre propre système, pourquoi on n'a que 4 planètes internes plutôt qu'une ou 20, pourquoi, etc., on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est le résultat d'un ce qu'on peut appeler du hasard, c'est-à-dire d'une forme très particulière que ces processus ont pris. Donc la migration en est un, les chocs entre les objets, ce que je ne sais plus qui dit dans le film, en fait partie aussi. Mais plein d'autres phénomènes comme ça, le fait que la tectonique n'a pas rempli complètement les océans, qu'il y a une partie de continent à la surface, c'était aussi un des ingrédients essentiels parce que ça a modifié l'eau des océans. Si l'eau des océans avait eu moins de continents ou pas de continents, on ne serait pas là non plus parce que dans cette eau-là, il y aurait eu d'autres propriétés pour que la matière qui vient de l'extérieur évolue vers une forme particulière de chimie organique et pas une autre. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? Alors, attendez, juste pour qu'on reprenne, c'est comme je ne peux pas le passer le micro, je vais juste reprendre les questions. Si vous voulez bien les répéter sur scène, ce serait parfait. Il y avait un système qui était bien l'autre jour, c'était que la personne qui tient le micro... J'ai compris. Je vais faire la même chose. Sauf si les gens parlent fort. Hein. Ouais. Voilà, quand vous n'êtes pas trop loin, c'est pas mal. Voilà. D'abord, merci infiniment, c'était passionnant. 2 petites questions. Est-ce que ce documentaire est disponible à la vente ? Je ne peux pas vraiment répondre. C'est passé, je n'en sais vraiment rien. J'imagine qu'il le sera un jour. C'est la suite. Ah oui, il faut que je répète la question. La question, c'est est-ce que ce documentaire... Est-ce que ce documentaire est disponible? Non, mais la réponse est aller sur le site de la 5, puisqu'il était sur la 5. Il est peut-être encore en replay sur la 5. D'accord. Et est-ce qu'il serait possible d'envisager que ce soit diffusé dans les écoles, dans tous les lieux d'éducation? Ça, c'est pas à nous de vous répondre, madame. On n'est pas dans l'éducation nationale, mais c'est vrai. Et on n'est pas le producteur du film. Je suis convaincu que Bruno Buchet et Laurent ont envisagé cela, mais honnêtement, je n'en sais rien. Il faut le proposer, hein. Oui, merci. Oui, on a juste 2 questions. La migration planétaire, donc j'imagine qu'elle continue. Enfin, concernant la Terre et Jupiter, etc., je suppose que c'est un mouvement qui continue encore aujourd'hui et indéfiniment. Et si oui, à quel rythme et quels seront les effets éventuellement futurs? Et la deuxième question, c'est pourquoi la tectonique des plaques sur la Terre a fait disparaître toute peut-être la partie préhistorique de la vie qu'on ne peut pas retrouver, qu'on peut retrouver sur Mars, mais pas du tout sur la Terre. Très bien. Alors, merci. La première question sur la migration planétaire. Ce qu'on appelle la migration, c'est vraiment la première phase d'évolution. Les planètes, bien sûr, les mouvements sont d'ordre chaotique et les mouvements continuent à évoluer, mais avec une constante de temps, une rapidité bien moindre. Très rapidement, quand les planètes se forment, parce qu'il y a encore le disque à partir duquel les planètes se forment, cette migration, cette interaction est très très violente et très rapide. Parce que l'étoile centrale, le Soleil dans notre cas, est suffisamment évoluée pour chasser tout le disque, alors la migration s'arrête. En d'autres termes, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on voit souvent des planètes géantes très proches de leur étoile?
c'est que la migration s'est arrêtée dans une configuration où l'étoile est stable et elle ne le continue pas. Si elle continuait, elle serait tombée vers son étoile, on ne la verrait pas. Donc la migration qui a été fondamentale pour forger le système solaire tel qu'il est, elle a été opérante pendant quelques millions d'années et depuis elle s'est calmée énormément. Donc il y a encore des interactions, il y a des chocs, etc. Mais on ne peut pas vraiment parler de migration planétaire. Voilà. Alors la seconde question sur la tectonique de plaques. Quand on dit que la Terre est une planète active, dont la tectonique de plaques est l'une des manifestations, ça veut dire que toutes les formations à sa surface font qu'il y a une remise à zéro assez générale. On sait bien qu'un des effets de la tectonique de plaques, c'est de faire que la croûte continentale et les plaques à la surface se rencontrent. Quand il y a un choc, ça donne des montagnes, etc. Ça, c'est quelque chose qui va modifier l'état de surface d'une manière telle qu'on ne peut pas remonter très loin dans l'histoire. Il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que relativement tôt dans l'histoire, à peu près 500 millions d'années après que les planètes soient formées, il y a eu un énorme bombardement, et on peut expliquer pourquoi d'ailleurs, qui fait que c'est ça qui est à l'origine du fait que la Lune est bombardée de cratères, que Mars l'a été, etc. Mars a quelque chose de tout à fait particulier, qui est que toute cette phase de remise à zéro, d'effacement de la mémoire, a été stoppée sur Mars pour des raisons qu'on a pu expliquer. C'est pour ça que Mars est assez unique et qu'on y retourne et qu'on... Mars a gardé dans des endroits très particuliers, et pas partout à la surface, la mémoire de ce qui s'est passé avant ce grand bombardement. Parce que certains endroits de Mars ont été protégés par de la glace, par ce qui s'est passé. Et donc Mars est le seul objet du système solaire qui a une évolution jusqu'à aujourd'hui, mais qui a gardé les traces de toutes les phases de son évolution, y compris les toutes premières. Et c'est pour ça qu'on se dit que, et on a fait partie de ceux qui ont identifier et localiser les endroits qui, jusqu'à aujourd'hui, ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé il y a 4,2, 4,3 milliards d'années. Et quelque part, pas notre fierté, mais les idées qu'on a données il y a une quinzaine d'années ont suffisamment percolé pour que, même aux États-Unis, où ils ont été un petit peu réticents, toutes les sondes qui partent maintenant vont aller dans les endroits, et celle qui est partie en juillet dernier va y aller, un des endroits qui a gardé cette mémoire. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a eu quelques endroits où l'eau était stable à l'état liquide et que cette eau n'était pas une eau pure, mais une eau avec peut-être suffisamment d'ingrédients semblables à ce qu'étaient les ingrédients où sur Terre, il y a eu cette évolution vers jusqu'à ce que nous sommes. Et donc, on va aller là-bas. Il y a 3 sondes qui vont le faire, 2 qui sont déjà parties, une qui va partir, celle d'ExoMars que vous avez vue sur le film, en fait, son décalage dans le temps fait qu'elle va partir que dans 2 ans, mais elle n'était pas prête. Mais peu importe, les 3 vont aller explorer des zones où peut-être qu'il y a eu au moins un démarrage d'une évolution chimique vers ce qui, chez nous, est devenu le vivant. Voilà, c'est ça qui fait que Mars est tout à fait particulière. Et il n'y a pas d'autres objets dans le système solaire de cette sorte. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Félicitations pour le film. J'ai une question par rapport au narratif. Je trouve ça super intéressant parce que essentiellement, ce film parle du fait qu'il n'y a pas un plan B. Et toute la fantaisie de l'exploration de l'espace se base un peu sur le plan autre, sur le plan A. Donc on touche une dissonance cognitive, j'imagine. Parce que le plan A, c'est qu'il y a de la vie partout, la fantaisie Disneyland, en fait, qu'il y a de la vie partout, il y a des petits bonshommes quelque part. Elon Musk, on va envoyer des touristes dans l'espace. Et toute cette machine fantasmagorique qui vient probablement de la découverte d'une autre planète, entre guillemets, il y a 500 ans, qui s'appelle l'Amérique. Et depuis ce moment-là, nous avons l'impression qu'il y a toujours un autre monde. Donc on peut, effectivement, j'aime bien cette dernière phrase que c'est criminel parce qu'on n'a pas le droit de détruire la planète. Donc la question c'est, est-ce que tous ces milliards ou trillions de milliards, centaines de milliards de dollars pour la recherche, est-ce qu'ils ont besoin de cette fantaisie Disneyland pour exister, pour continuer à avoir des fonds aussi, parce que vous envoyez des sondes, ça coûte une fortune. Et est-ce qu'on a besoin de cette opinion populaire qu'on va trouver... Tu veux dire les voyages privés Oui, tout ça, c'est une forme de tourisme de masse fantasmé par Elon Musk, etc. Et est-ce que
est-ce que ce futur tourisme a besoin de ce narratif qu'il y a quelque part les petits bonshommes verts ou des petites planètes qui vont nous ressembler, etc. Quels sont les enjeux économiques, en fait, c'est ça, autour de ce tourisme spatial qui est en train de se préparer? Est-ce que la recherche en a besoin? Est-ce que ça va retomber? Est-ce que raconter cette belle histoire, ce beau récit, joue aussi? C'est ça, en fait, si c'est toute une machinerie économique. Bon, c'est difficile en 2 minutes parce que c'est vrai que c'est assez fondamental. Alors, quand même, je voudrais d'abord rectifier peut-être un des mots. Quand on dit que tout ça, ça coûte une fortune aller explorer Mars, non. Et il n'y a pas de trillions de dollars là-dedans. Les sondes les plus chères, effectivement, actuellement, qu'on a envoyées, c'est les dernières sondes qui sont parties sur Mars, aux États-Unis, qui coûtent effectivement cher, puisque c'est de l'ordre de 2 milliards. En général, les missions comme Mars Express, celle qui a fait la découverte de l'histoire primordiale de Mars, qui a montré qu'il y avait de l'eau, au total, c'est 250 millions, 300 millions. Tous les satellites d'application que vous avez, que vous utilisez vous-même tous les jours avec votre smartphone pour vous localiser, etc., chacun des satellites utilisés coûte déjà ce prix-là. Donc il ne faut pas penser qu'il y a des ordres de grandeur considérables entre le spatial scientifique et le spatial d'application. Ça, ce n'est pas juste. Alors maintenant, ça ne change pas l'importance de la question fondamentale de l'utilisation de ce mythe de la pluralité des mondes, qu'il y a de la vie ailleurs, ou qu'on peut recréer de la vie ailleurs pour justifier l'exploration. Ça dépend réellement du poids idéologique de ces dogmes. Et en Europe en particulier, où beaucoup de gens ont essayé de les utiliser aussi, ça marche peu parce qu'en Europe, on accepte plus facilement de regarder des films comme cela et de se dire finalement certaines idées comme le fait qu'il y a de la vie partout, ça a été proposé à un moment donné, ça peut ne plus l'être aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est un problème majeur et que ça met à bas beaucoup de choses. Au contraire, ça ouvre un pan énorme de recherche possible et de visions nouvelles. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, et tous les exemples qui ont été pris là viennent des États-Unis, cette idée de la pluralité des mondes a énormément de mal à laisser la place à la diversité des mondes. Ça, c'est vrai, pour des raisons que beaucoup de gens pourraient probablement travailler dessus et expliquer. Mais c'est vrai que les Américains, et on a le problème dans la recherche tous les jours, puisqu'on coopère avec eux, et que ils n'arrivent pas à accepter facilement, c'est un peu ça que je faisais allusion quand je disais qu'il a fallu 15 ans pour qu'ils acceptent l'idée d'aller regarder les endroits qu'on leur avait dit. Quand on regarde où ils ont posé Viking, aujourd'hui ça fait presque rire. Comment on pouvait imaginer que là où ils ont posé Viking, on trouverait des traces de vie? C'est un désert absolu. Même les molécules les plus simples sont cassées par le rayonnement ultraviolet. À cet endroit-là, il ne peut pas y avoir... Il faut d'ailleurs réaliser que lorsqu'ils ont envoyé Viking, qui était la première très grosse mission américaine, et la première très grosse mission sur Mars tout court, en 1976, ce n'est pas vraiment de la préhistoire non plus. Le but de la mission, c'était même pas, comme on le dit, d'aller savoir s'il y a de la vie sur Mars. On était tellement convaincus qu'il y a de la vie sur Mars, surtout aux États-Unis, à cause de ce dogme de la pluralité des mondes qui actuellement seulement est en train d'être ébranlé, que le but de la mission Viking, c'était de caractériser le métabolisme martien. C'est-à-dire qu'ils se sont posés, ils ont été récupérés de la poussière. C'est ce que je disais d'ailleurs dans le film, et ça n'a pas été repris, c'est dommage d'ailleurs, parce que je crois que c'est important de voir comment il a fallu progressivement construire ces nouveaux paradigmes. En 1976, le but, c'était de savoir si le métabolisme de la vie martienne, c'est comme nos plantes, c'est-à-dire absorber du gaz carbonique et recracher de l'oxygène, ou comme nos mammifères, absorber de l'oxygène et recracher du gaz carbonique. C'était ça, les 3 expériences essentielles de Viking. Et bon, comme on sait quand même, ces expériences ont montré qu'il n'y avait pas besoin de vie pour expliquer, de biologie pour expliquer ça. Et ensuite, on a pu commencer à dérouler le film. À un moment donné, d'ailleurs, je crois que c'est moi qui dis dans le film, c'était le premier ébranlement de ce dogme de la pluralité des mondes. Donc c'est vrai que c'est extraordinairement résilient, c'est extraordinairement bloquant. Jusqu'à aujourd'hui. Et ils utilisent cela pour dire mais on n'a toujours pas démontré qu'il n'y a pas de vie là-bas. Et si on peut démontrer qu'il y a de la vie là-bas, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Donc ils essayent encore de jouer là-dessus pour justifier tous les programmes d'exploration comme des programmes d'exploration pour aller mettre en évidence du vivant là-bas. Je pense que alors il y a ça. Ce que dit Elon Musk, c'est des choses un peu différentes. C'est pire, quelque part. C'est tout le problème de la terraformation. De dire, mais finalement, on est en train de foutre en l'air la capacité pour certaines espèces, et l'homme en particulier, de survivre à la surface de la Terre. Ce n'est pas un problème, on peut reconstituer ailleurs des environnements qui lui seront favorables. C'est
Ça, c'est criminel. C'est effectivement criminel au plan social, politique, stratégique, mais c'est même criminel au sens scientifique. Si on croit un tant soit peu à ce que Darwin a montré il y a un siècle et demi, toutes les espèces sont adaptées à leur environnement qui lui-même évolue. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que, par interaction, comme le dit très bien le film, il y a eu possibilité, par sélection naturelle, d'aller vers des objets ou des structures dont nous faisons partie, qui sont adaptés à cela. Mars, pour d'autres raisons... non, tu ne dois pas le toucher. Ah oui, mais tu sais comment on est. Hein. Merci beaucoup. Mars, pour des raisons qu'on commence à bien comprendre, a eu une trajectoire divergente de son évolution par rapport à la Terre. Donc ça n'a pas de sens de penser qu'on peut recréer à la surface d'aucune planète, et certainement pas de Mars, quelque chose dans lequel l'homme pourrait vivre. Mais bien sûr, on peut mettre des bidons à la surface de Mars et vivre avec des scaphandres sur Mars comme dans l'espace, quelque part, comme on le fait dans la station orbitale ou comme on l'a fait à la surface de la Lune et comme on le refera. On ne peut pas, cette idée de terraformation, c'est-à-dire de former ailleurs une Terre, c'est plus de la science-fiction, c'est moyenâgeux. Ça ne prend pas en compte tout ce qu'on a démontré sur ce qui fait que la Terre est devenue la Terre et qu'en particulier, le vivant a pu être adapté à cette évolution-là. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est doublement criminel. C'est criminel au sens politique parce que ça laisse à dire faites ce que vous voulez de la Terre, de toute manière on ira ailleurs. Pas tout le monde, mais c'est pas grave. S'il y en a quelques millions, ça suffira puisqu'on aura les moyens de les trier. Bien sûr que c'est criminel. Mais je pense que ça correspond à quelque chose d'encore plus profond qui est cette évolution difficile des dogmes qui font la représentation de la vie dans l'univers, etc. Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours... On parle du prix d'émission, on dit c'est des milliards, c'est énorme. Quand on voit le retour sur investissement de ce que ça donne, comme changement de notre vision de ce qu'est la Terre dans l'univers, dans sa géographie et son histoire, il n'y a pas de grands problèmes sociaux aujourd'hui qui ne soient pas directement liés à cette évolution de notre conception nouvelle du fait que la Terre c'est une, que la notion de frontière ne veut pas dire grand-chose, etc., etc. Et ça vient directement d'exploration spatiale et de ce changement de paradigme. Donc la Terre unique, je crois que c'est pas acquis pour tout le monde, mais ça y est, on a de bons outils pour aller dans cette direction-là et de montrer que la contingence a été majeure. La deuxième question, pour laquelle là, je dirais que je suis plus isolé quelque part dans ce que je propose, c'est que ce qu'on est en train de dire pour la planète est vrai aussi pour le vivant en tant que tel. Que le vivant n'a de sens que si on l'intègre comme couplé à l'évolution de la Terre. Et qu'il n'y a pas de principe de vie, il n'y a pas de forme de vie autre que celle que l'on connaît. Et penser qu'il y a un principe de vie autonome qui pourrait avoir sous d'autres formes des choses ailleurs, je pense que c'est contraire à une réalité. Mais là, on ébranle d'autres choses parce que c'est lié au fait que même ce qu'on dit dans le film, qu'à un moment donné, il y a une émergence du vivant à partir de l'inerte. Je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi un dogme, qui est une pesanteur idéologique liée au créationnisme. Et si vous relisez la Genèse, vous verrez qu'on est en plein dedans et que, quelles que soient les paraboles que l'on prend, il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, on est passé de la non-vie à la vie. Je pense que ce qu'on a montré, ce qu'on voulait montrer un peu dans ce film, c'est que maintenant on comprend que non, il n'y a pas eu d'émergence, il n'y a pas eu de génération spontanée de quelque chose qu'on appelle le vivant par rapport à du non-vivant. Et qu'il y a eu une séquence progressive qui, à chaque étape, profitant de la contingence, a pris des formes particulières. Il est dit, par exemple... Excusez-moi. C'est pour ça que je pense que ce serait très, très important que biologistes et physiciens, et vous avez commencé à le faire, arrivent à trouver une définition sur ce qu'est le vivant. Oui, mais alors, voilà, cette question est bien sûr clé. Et tout ce temps qu'on est dans ce petit monde-là, nous fabriquons des instruments pour savoir si c'est de la vie sur Mars. Donc il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher. Eh bien, chaque fois qu'on se met autour d'une table avec 3 biologistes, il y a 4 réponses à la question. Et ça cache quelque chose de très important. C'est que ce concept même de vie, je pense, mais bon, ça c'est très personnel, mais on peut en parler ici, le concept même de vivant qui a été créé au cours du temps, par opposition justement au non-vivant qui serait l'inerte, qui a été un concept d'une force opérante incroyable. Ça a permis à Darwin de faire cette théorie ahurissante et merveilleuse sur la sélection naturelle. Je pense qu'on est au bout de la capacité d'utiliser ce concept-là et que c'est le concept même de vivant qui arrive à un mur. Parce que si on pense à ça, d'ailleurs, le texte de Darwin qui s'appelle « L'origine des espèces » est intéressant en ce sens qu'il ne parle pas de l'origine de la vie. Parce que justement, de mon point de vue, il n'y a pas d'origine à la vie. Grâce à l'origine des espèces, on sait que par exemple, on ne parle pas de l'origine de l'homme. Il y avait effectivement, dans les anciens temps,
à cause de la Genèse, dans nos monothéismes à nous, l'idée qu'un jour il y a eu l'homme et que la veille il n'y avait pas l'homme. Donc il y a eu une création spontanée. Et un autre jour il y a eu la femme aussi qui est arrivée après. Oh, elles sont le même 6e jour, donc ça va. Mais d'ailleurs, si vous lisez ça, il y a un truc rigolo, c'est que le 6e jour, l'homme et la femme sont créés avec la fécondité. Mais la nature était déjà là, ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est-à-dire que dès la Genèse, l'homme est décalé de la nature, il n'est pas dans la nature était déjà là, et elle n'a pas la fécondité. La fécondité n'est arrivée que pour l'homme et la femme, mais pas pour la nature. Mais bref, c'est pas... Non, c'est intéressant ça. Ouais, mais n'empêche que c'est écrit, enfin c'est oui, écrit. Ça, je ne savais pas ça, que la fécondité était attribuée... Le mot fécondité n'est qu'au 6e jour. Ouais. Ouais. Mais donc, cette idée d'une émergence spontanée, elle se retrouve encore partout. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'aime pas trop, malgré tout, dans ce film, parce qu'elle ne met pas ça en cause. Et je crois que maintenant, on l'écrirait différemment. En tout cas, il faudrait l'écrire différemment. Rappelez-vous, Pasteur, ça fait plus d'un siècle, vu que c'était la même année que l'origine des espèces, hein, en 1859, comment il a fallu qu'ils se battent pour démontrer qu'avant la maladie, il y avait des germes et qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il y a eu des dizaines d'années de travail où il fallait montrer qu'il faut stériliser les choses pour empêcher la maladie d'arriver. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des germes avant. Bref, que c'est séquentiel et progressif contre l'idée de la génération spontanée. Eh bien, si on travaille sur le concept de vie pour dire comment définir le vivant, on s'aperçoit que tout ce qu'on va mettre dans la définition du vivant, ce n'est pas une définition du vivant. C'est une propriété de ce qu'on considère être l'évolution du vivant, comme la reproduction, la manière de prendre de l'énergie, etc. Mais la reproduction n'est pas une propriété du vivant, c'est une propriété des molécules que le vivant a utilisées, qui ont la capacité parfaitement abiotique de se casser égale à elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est Purification que vous voyez dans ce film qui a été une des premières à proposer cela. Donc, ce qu'on appelle les propriétés du vivant, les caractéristiques du vivant, ne sont pas réellement des caractéristiques du vivant, mais c'est une propriété qui caractérise ce qu'on appelle l'évolution du vivant. Et c'est ça qui tente à dire qu'il y a une évolution différente du vivant et du non-vivant. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez une pierre, tout le monde dit qu'il y a une différence entre une pierre et un arbre. Oui, il y a une pierre. Alors on s'assied autour d'une table, on se dit c'est quoi la différence entre une pierre et un arbre ? Comment la définir, cette différence ? Comment caractériser l'un et l'autre ? Et en fait, c'est compliqué parce qu'on s'aperçoit que dans l'évolution, une pierre, c'est pas immobile non plus, mais la constante de temps d'évolution d'une pierre, c'est des centaines de millions d'années, alors que le vivant, tel que nous, on le vit, effectivement, on assimile, on fait un tas de choses. À l'échelle, on entend nos battements cardiaques qui sont des secondes, etc. Donc, l'évolution du vivant, c'est quelque chose qui est tangible pour nous. Et on extrapole notre manière de sentir notre propre évolution à l'ensemble de la... Et bien sûr, la reproduction, c'est quelque chose qui nous est sensible aussi. Et donc, on va reproduire ça comme une des caractéristiques du monde qu'on appellera le vivant. Mais même ça, c'est quelque chose. Donc, cette question de la définition du vivant, je pense, arrive à ce mur qui fait que si on accepte qu'il y a un principe de vie, et la plupart des gens autour de nous le pensent, y compris des scientifiques, avec la question toujours, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une vie avec d'autres formes, du silicium à la place du carbone, etc. C'est faire la négation de ce qu'on est en train de découvrir, qu'effectivement, le problème avec le vivant, quelle que soit la manière dont on va vouloir le caractériser, c'est qu'on aboutit à l'idée qu'il y a eu une émergence du vivant à partir de non-vivant, et on retombe au créationnisme, qu'on le veuille ou pas. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc, je pense qu'il faut le dépasser. Et en physique, on a eu des dépassements comme ça. Je ne vais pas en parler là, mais la notion de force, par exemple, qui a été changée. Il y a déjà, en principe, un prof de physique devrait on plus... va peut-être passer je à vais pas en notre parler. question. Oui, oui. Ouais. Non. T'inquiète. Non. Qu'est-ce qui je ne sais pas jusqu'à combien de temps ouais. on peut... Est-ce que... Ah non, mais c'est trop tard, parce que Djokovic... Oui, il faut que Nadal, il faut qu'on sache où ils en sont quand même. Bon, d'accord. 5h moins le quart. Allez-y. Bonjour, merci au Festival Atmosphère de nous proposer un film aussi passionnant et surtout fascinant. Moi, j'aurais deux petites questions. La première, on sait que l'univers est en expansion, et là, j'ai vu dans le film que la Lune aussi s'éloignait de la Terre. Donc, quelles seraient les conséquences, justement, pour la vie sur Terre, de l'éloignement de la Lune ? Et ma deuxième question, c'est, on voit dans le film aussi qu'ils nous disent qu'à partir de 3 ou 4 éléments simples, on a toute la diversité du vivant sur la planète. Et on ne connaît qu'une seule forme de vie, qui est la forme de vie organique. Quels pourraient être les autres types de formes de vie qui pourraient exister ? Jusqu'à 5h moins le quart, c'est ça ? Écoutez... comment dire ?
La Lune s'éloigne simplement parce qu'à cause des effets de marée, effectivement, de l'interaction entre les deux, la Terre ralentit, mais elle ralentit peu, mais la durée du jour augmente, et la Lune s'éloigne effectivement pour des problèmes de dynamique toutes bêtes. On a dit que c'est quelques centimètres par an, ça ne va pas changer les choses à l'échelle des centaines de millions d'années qui arrivent actuellement. C'est vrai que si la Lune était nettement plus loin qu'elle ne l'est aujourd'hui, cette stabilisation de l'obliquité ne se ferait plus, et tout d'un coup, on pourrait avoir une oscillation des pôles qui pourrait bien sûr poser problème, et qui posera problème, mais ça sera à l'échelle de centaines de millions d'années. Actuellement, l'axe de rotation tourne sur lui-même comme une toupie, mais en maintenant l'angle sommet de 23 degrés, la latitude des tropiques, constant. Et ça fait malgré tout, à cause du fait que la trajectoire de la Terre n'est pas strictement circulaire, ça fait quand même des petites variations de la température moyenne sur une période correspondant à la période de révolution qui est à peu près 25 000 ans. C'est ça qui est à l'origine des glaciations. Il y a effectivement 13 000 ans, il faisait plus chaud dans l'hémisphère nord, le Sahara était ouvert, etc. Il faisait plus froid, je veux dire, le Sahara était vert, il y avait des glaces, on pouvait aller à pied, il n'y avait personne, mais on pouvait aller à pied jusqu'en Angleterre parce que la Manche était gelée. Donc ça fait des petites variations de quelques degrés. Mais en maintenant cet axe constant, il ne fait que tourner sur lui-même. Si en plus cet axe se met à bouger comme ça, si de temps en temps les pôles sont dans la direction du Soleil, vous imaginez les changements climatiques que ça ferait. Donc les changements sur l'évolution de ce qu'on appelle le vivant seraient monstrueux. Monstrueux, énorme. Oui, il n'y a pas de monstre là-dedans. Et donc, bien sûr qu'il pourrait y en avoir, mais ça ne sera pas le facteur dominant de l'évolution. Il y a plein d'autres phénomènes qui vont influer le cours normal de l'évolution, et le rôle de la Lune qui a été déterminant au démarrage jusqu'à aujourd'hui pour stabiliser cet angle-là, entre autres, pas que ça, mais ça c'est un des principaux, celui-là, ça y est, il a fait son boulot, et on est encore, grâce à ça, avec... cet impact-là qui a donné naissance à la Lune, on le dit dans le film d'ailleurs, mais peut-être pas encore, parce que tout le monde n'a pas encore, même dans notre communauté, pris la mesure de ça, il a été responsable d'énormément de choses. Entre autres, de cette histoire de tectonique, qu'on comprend mal peut-être dans le film. Un des points forts ici, c'est de dire l'eau, qui était fondamentale pour nous, l'eau est arrivée pendant la construction même de la Terre, par tous ces objets qui sont venus. Et l'eau était bloquée à l'intérieur. Et c'est cet impact-là qui a chauffé la Terre tellement que c'est devenu un magma, qui a bloqué l'eau à l'intérieur. Et quand ce magma s'est refroidi, une partie de l'eau est arrivée en surface, qui a donné nos océans. Tout de suite, c'est pour ça que sur Terre, nos océans, ils datent de 4,4 milliards d'années probablement. Mais toute l'eau n'est pas montée en surface. Il y a peut-être que quelques 10 ou 15%. Tout le reste est resté dans les couches intermédiaires qui sont devenues le manteau. Et ce rapport entre ce qui est venu en surface et tout ça dépend de l'énergie lors de l'impact. Donc c'est pour ça que cet impact a été si important, indépendamment de la formation de la Lune. Et c'est cette eau dans le manteau qui donne un certain degré d'humidité aux roches, on peut dire. Et c'est ce degré d'humidité qui a favorisé une tectonique qui fait avec 10 plaques plutôt qu'une ou 100 ou 1000. Donc même ça, c'est fondamental. Si on n'avait pas 10 plaques, mais moins ou plus, toute l'évolution aurait été différente. Le recyclage du gaz carbonique dont on parle un petit peu ici aurait été différent, etc. Donc, voilà. Vous n'avez pas calculé toutes ces différences qui auraient pu se passer et qui auraient complètement transformé. Non, mais l'une c'est infini, finalement. Mais c'est aussi, ça serait monstrueux au sens où je le disais. C'est-à-dire, oui. Par exemple, le fait que l'eau soit liquide à la surface de la Terre fait qu'il faut que la température soit supérieure à 0 degré, compte tenu de la pression. Cette température de 0 degré, ça c'est pas dit ici, mais c'est dommage, elle n'est pas liée à la distance entre la Terre et le Soleil. Elle est liée essentiellement à la constitution de notre atmosphère, à l'effet de serre, c'est dit, mais... Et cet effet de serre, il est fait par le gaz carbonique. Mais le gaz carbonique dans notre atmosphère, c'est un millionième du gaz carbonique disponible quand la Terre s'est formée. 99,9999% du gaz carbonique a été précipité sous forme des carbonates que l'on voit quand vous voyez du calcaire quelque part, plateau de Montmelon, au bout de Provence ou au bout de Venise. C'est incroyable. 99, et le pour millionième qui reste, quelques millionièmes, il est recyclé par ce problème de la tectonique des plaques qui va recycler ça. Et c'est ce petit millionième-là qui fait que la température a été chauffée de 33 degrés par rapport à ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce recyclage-là, eh bien, les océans auraient toujours été des masses de glace et on ne serait évidemment pas là non plus. C'est vraiment l'histoire du Donc, mouvement d'aile de papillon
Mais voilà. Et donc, à nouveau, il n'y a pas de dessin là-dedans, EIN. Il n'y a pas une volonté de qui que ce soit que ça arrive comme ça. On est le résultat de toutes ces contingences qui ont fait que la manière dont l'impact a fabriqué la Lune, mais a surtout chauffé la Terre, qui en se refroidissant a mis une certaine fraction de l'eau à la surface et le reste dans le manteau, a fait que la tectonique a recyclé qu'une partie, un millionième ou quelques millionièmes. Sinon, ça aurait pu être beaucoup plus ou beaucoup moins, et l'eau n'aurait pas été, etc., etc. Donc, c'est ça le plus important, je pense, peut-être à retenir d'une grande partie de ce film, c'est l'importance de cette contingence, mais à nouveau, pas du tout avec l'idée qu'il y a un grand dessin, qu'il y a une flèche de l'évolution. C'est que souvent les gens disent c'était inscrit dans l'univers, la capacité d'avoir la vie était inscrite dans l'univers. Oui, mais ce qui était aussi inscrit, c'était toutes les autres formes d'évolution. Je crois que Puri, à la fin, parle de l'éventail des possibles. Ben, c'est vraiment ça, mais un point encore supérieur. Dans un livre que j'espère va bientôt paraître, j'essaie d'expliquer que ce que Darwin a fait pour l'évolution, c'est-à-dire cette sélection dite naturelle, la contingence qui va sélectionner à un moment donné, parce que l'environnement aura lui-même évolué, telle possibilité d'évolution plutôt qu'une autre, fait qu'il n'y a pas de flèche, on est sur l'un d'entre eux, mais ça va se passer à toutes les étapes, même antérieures. La manière dont un système va se former, pourquoi est-ce qu'on va avoir une planète comme ci plutôt que comme ça. Et jusqu'au Big Bang, on s'aperçoit que les ingrédients initiaux, ils ont donné une certaine forme avec 3 quarks, on a donné un proton, un neutron et des pions, mais on aurait pu donner autre chose. On est sur la partie sur l'évolution de l'univers qui a pris cette forme-là, mais on pourrait très bien avoir une autre forme d'évolution, et il y a probablement les autres formes d'évolution. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que jusqu'à l'ère spatiale, on ne connaissait qu'une planète, la nôtre, donc on extrapolait ce qu'on voyait sur Terre aux autres. Et c'est comme ça que la pluralité des mondes a été construite quelque part. Et puis maintenant, qu'on a accès à l'ensemble des planètes, on s'aperçoit qu'il y a une incroyable diversité des évolutions possibles des planètes elles-mêmes et vraisemblablement de la chimie organique qui va donner naissance à telle ou telle chose. Mais maintenant qu'on peut voir les autres systèmes, comme je disais tout à l'heure, on s'aperçoit que la même diversité s'applique là à une étape antérieure qui est celle de la fabrication des mondes planétaires. Et on peut remonter comme ça et à chaque fois, on va voir cette chose-là. Et je termine juste par un point qui est lié à la deuxième partie de la question. C'est qu'il vous a été dit ici que les ingrédients, les 3 espèces, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc., on en voit partout dans l'espace, qui vont donner des petites formes de molécules, de l'alcool, du méthanol, etc. Mais toute la chimie qui existe dans l'univers a donné des centaines, par exemple, d'acides aminés. Mais on n'a pas, nous, l'utilisation de ces centaines d'acides aminés. On a eu un processus de sélection incroyable qui, dans l'eau primordiale, compte tenu de ce qu'étaient ces grains qu'on a vus avec Philae sur notre truc, ces grains avec cette chimie très particulière de ces assemblages organiques, comme on dit, avec du carbone, mis dans une eau très particulière, à la bonne température, à la bonne acidité, avec les bons cations, etc., a sélectionné, c'est-à-dire a fait une chimie réactionnelle avec 20 seulement de ces centaines d'acides aminés. Et s'il y avait eu d'autres ingrédients, on n'aurait pas pris ces 20 et ces 4 bases, on n'aurait pas pris l'azote et le phosphore, on aurait pris autre chose, et ça ne serait pas nous, et ça ne serait pas le vivant. Et c'est ça que Purification dit à un moment donné, il n'y aurait peut-être pas eu du tout, ni d'arbres, ni d'animaux, ni rien. Il y aurait eu d'autres formes carbonées qu'on n'a aucune raison d'appeler du vivant. Le vivant, c'est la forme particulière qu'a pris cette évolution compte tenu de tous ces ingrédients qui sont venus et qui ont donné cette chose-là. Mais on ne peut plus considérer qu'il y a une exemplarité, qu'il y a un dessin qui disait à l'univers d'aller vers là, qu'il y a une échelle d'évolution qui va du simple vers le complexe et que le vivant, c'est la forme, et en plus, le cerveau humain est au sommet de la pyramide. Tout ça qui a été construit pour des raisons idéologiques. On voit bien cette idée que le cerveau humain est au sommet de la pyramide. C'est une idée vieille de la fin du 19e siècle où il fallait qu'on démontre, que la science démontre que l'homme est au-dessus de la nature, etc. Et en plus, certains plus que d'autres, et tout le racisme s'est développé à partir de là. Donc, on voit bien que ces constructions idéologiques, à un moment donné, on a beaucoup de difficultés à s'en extraire, mais ce sont des constructions. Alors, juste une petite question que je me suis posée pendant le film, mais qui demande une réponse très courte. Ah, je vois ce que tu veux dire, oui, oui. Non, mais je suis d'accord avec ça, vraiment, parce qu'en plus, on ne peut pas voir ici. Chury, qui est une comète. Certes. Une comète, normalement, ça a une queue. Oui, pas que, mais oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ça fait rigoler ce monsieur, mais enfin bon. Est-ce que Chury en avait une? Alors, une comète, ça a une queue quand ça se rapproche suffisamment près du Soleil pour que la glace qui reste dans le noyau cométaire puisse se sublimer et donner de la vapeur. Oui, voilà. C'était ma question, parce que tu dis que... mais pas à l'endroit où on s'est posé dessus. On s'est posé justement suffisamment loin
pour qu'il fasse tellement froid que la glace pouvait rester de la glace. Et donc, à l'endroit où on s'est posé, il n'y avait pas de queue encore. Mais c'est ça qui a fait d'ailleurs que la mission était si compliquée, parce qu'on voulait se poser très loin. D'abord, il fallait aller loin, et il fallait surtout se poser sur un objet qui était à pas loin de moins de 200 degrés, et fabriquer des instruments capables de travailler à ces températures-là. C'était ça, justement, on ne voulait pas qu'il y ait d'enveloppe autour, on ne voulait pas qu'il y ait une transformation. J'ai dit une réponse courte, mais... Court, c'est un quart d'heure plutôt que 10 minutes. Hein. Et puis, autre petite précision, ce que l'on a appris avec Chury, c'est qu'une comète, c'est pas tant de la glace sale finalement, alors qu'on a cru ça pendant jusqu'à Chury. Jusqu'à Chury. Donc c'était ma question justement. Il y avait quand même une parce que les queues des comètes, il y en a eu une qui est passée il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, je l'ai pas vue, mais c'était sublimissime à voir dans le ciel. Et mais elles sont très près du Soleil. Elles ne développent des queues que lorsqu'elles sont proches du Soleil. Donc ça, c'est vraiment c'est la glace qui fond, quoi. Ça ne le fond pas, elles se subliment, ça devient de la vapeur. Elles se subliment, oui, c'est ça. Ça devient de la vapeur, ça se vaporise, ça ne passe pas par l'état liquide. Directement, la glace devient de la vapeur qui est traînée donc derrière. Donc il y a quand même de la glace. Il y a de la glace, 10-15% dans une comète comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Et si dans les hypothèses, est-ce qu'il pourrait y avoir un nouvel impact dramatique comme l'impact un autre récit, quoi. Oui. Non, dans le futur. Impact entre les planètes qui sont dans le système solaire. Oui, dans le système solaire. Alors, il y a bien sûr des impacts en permanence. Hein, mais ce sont des impacts par des tout petits objets. Des impacts par des gros objets de cette taille-là, qu'on peut repérer en plus. Heureusement, il n'y en a pas sur des échelles de temps qui se mesurent au-delà de la centaine de millions d'années. Pour avoir un impact d'un objet de l'ordre du kilomètre, il faut statistiquement attendre à peu près une centaine de millions d'années. C'est à ça qu'on date d'ailleurs la fameuse disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Ça, c'est un objet d'1 kilomètre ou quelques kilomètres. L'impact dont on parle ici, c'est un impact qui avait la taille de Mars. Hein, c'est le 10e de la masse de la Terre. Donc ça ne pouvait prendre place que tout à fait au début, lorsque le système solaire avait tellement de matière au centre qu'il fabriquait des protoplanètes. Il y en avait quelques dizaines dans le système solaire interne. Et ces dizaines-là se sont fracassées les uns sur les autres. Et ce qu'on dit ici sans le dire, c'est que si l'impact qui a frappé la Terre avait été frontal, il aurait détruit la Terre entièrement. C'est pour ça qu'on n'a que 4 planètes qui restent, alors qu'il y avait peut-être une cinquantaine de protoplanètes. Autre question? Non? Si, il est l'heure? Il est quoi? Moi, je sais pas. Il y avait un monsieur... Encore 5 minutes. Alors là, il y a une main qui s'est levée. Il y en a une autre là-bas. Alors... Bon. Combien de temps on met pour aller sur Mars? Et les échantillons sont analysés après retour sur Terre? Alors, sur Mars, d'abord, on n'a jamais encore ramené d'échantillons de Mars. Ce dont on parle ici, la mission Hayabusa 2, ce n'est pas sur Mars, c'est sur un astéroïde qui d'ailleurs est sur une trajectoire qui fait qu'elle était assez proche de la Terre. D'ailleurs, juste pour ça, je profite de ça pour dire que les échantillons vont arriver sur Terre le 6 décembre. Donc, c'est vraiment tout de suite. Sur Mars, pour y aller, c'est typiquement entre 8 et 10 mois selon la trajectoire. La raison est simple, c'est que pendant que la Terre fait le tour du Soleil en 1 an, Mars fait le tour en presque 2 ans. Donc il faut partir ou arriver quand la Terre et Mars sont proches l'un de l'autre. Mais comme ça se déplace assez vite, voilà, ça fait 6-8 mois, 10 mois à peu près. Donc si on veut aller chercher des échantillons, effectivement, il faut d'abord y aller, les récupérer, puis ensuite revenir. Tout aller-retour sur Mars prend au moins 2 ans. C'est un peu le problème qui fait qu'il n'y aura jamais d'hommes sur Mars d'ailleurs, ou de femmes. Parce que je pense que c'est illusoire de penser qu'on peut vivre 2 ans dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, effectivement, on envoie des robots pour analyser les choses là-bas pour l'instant. Mais à partir de maintenant, on pense qu'on est mûr pour aller chercher des échantillons et les rapporter sur Terre. Donc, il y a une grosse mission qui est en train de se construire qui s'appelle Mars Sample Return, un retour d'échantillons de Mars, où la NASA, l'ESA et on espère d'autres vont participer, qui pourrait faire que dans une dizaine d'années, on ait des échantillons de Mars au laboratoire. S'ils ont été bien sélectionnés, on pourra mieux, dans nos laboratoires, travailler qu'on ne le fait là-bas, parce qu'on est quand même très contraint quand on envoie quelque chose dans l'espace, en masse, en énergie, etc., alors que sur Terre, on a toute la disposition possible de tous les instruments. Donc, on espère amener quelques centaines de grammes, peut-être 1 ou 2 kilos, d'échantillons martiens d'ici une dizaine d'années à peu près. Question là-bas. Oui, alors, ma question, c'est ces dernières années, on est allé très loin dans le spatial, très loin dans la recherche du vivant.
mais aussi on est allé très loin au fond de notre cerveau, et on s'est aperçu que pour prendre une décision, intervenaient deux choses, c'est la raison et les émotions. Et là, je ne parle pas des émotions affectives, comme on les vit en ce moment par rapport à la peur et tout ça. Je parle des émotions dans le sens où on a des sensations ou une vision, et à un moment, on l'exprime. C'est ça, les émotions, c'est mettre en mouvement une pensée, en fin de compte. Et là, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette recherche du vivant, et par rapport à l'unicité de la Terre, je me demande si jusqu'à présent l'humain n'a pas fonctionné plus avec sa raison que ses émotions. Ce qui fait qu'il a imposé des règles aux lois de la nature sans les respecter. Et cette distance qu'il a créée fait qu'il n'arrive plus à se retrouver avec ses propres émotions. Parce qu'il agit toujours avec la raison, le savoir. Et c'est ça qui nous met dans une situation très délicate en ce moment, parce que justement, on a trop fonctionné avec notre raison et pas suffisamment avec nos émotions. Donc je vous pose la question par rapport à ce film qui est magnifique. C'est pas une question, ça. Ben, c'est plutôt un commentaire. Mais peut-être c'est un commentaire, Jean-Pierre a peut-être quelque chose. C'est un commentaire sous forme de questionnement sur justement le vivant, c'est émotionnel. C'est pas que de la raison. Un éléphant ne raisonne pas de la même façon qu'une girafe et qu'une fourmi. Donc la question que je me pose par rapport à tout ça, c'est chacun a sa façon de se raconter un récit, et à un moment, on essaie de le mettre en commun pour se dire non, ce récit, il est universel. Et là, la question est intéressante parce qu'il y a des récits qui sont plus forts que d'autres, mais on ne sait pas vers lequel aller, parce que justement, on n'a pas réussi à équilibrer nos émotions avec notre raison. Et voilà, c'est la question un peu qui était posée tout à l'heure, c'est ce grand chambardement, ce grand cinéma qui est en train de se produire devant nos yeux, où d'un seul coup, on a envie de connaître l'origine, et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, l'origine, on n'arrivera jamais à savoir. Mais la question, c'est justement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un peu plus d'émotion dans notre raison pour prendre des décisions ? Comme ce à quoi faisait allusion Marie-Odile tout à l'heure, je ne suis pas sûr d'être le meilleur pour répondre à ce genre de questions. Juste un ou deux points. Je ne pense pas... Opposer la science à l'émotion, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu... Non, mais... Ou alors, mettre la raison dans la démarche scientifique, mais opposer, contradictoire, orthogonal à l'émotion, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti moi-même et que je ne crois pas qui fera avancer les choses. L'autre point, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, alors je ne sais pas par rapport à Elon Musk et tout ça, si tu mets ça dans la raison et dans l'émotion, mais beaucoup de gens... Oui, mais le profit, c'est quoi? C'est une émotion ou c'est de la raison? C'est une raison profonde. C'est une raison qu'on peut combattre, mais c'est une raison. Donc je ne dirais pas que jouer sur l'émotion des gens pour dire c'est bien d'aller regarder s'il y a des extraterrestres, etc. Alors je pense qu'il faudra qu'on en parle, mais peut-être hors de ça. Je crois que c'est carrément... Oui, c'est ça. Ouais. Passons à la question suivante, parce qu'il nous reste 30 secondes. Ah. Oui. Sur Titan, il y a une atmosphère, il y a des océans. En quoi ça gênerait la vie si Jupiter était par exemple à la place de la Terre et la vie soit sur les lunes? Est-ce que la vie pourrait être sur les lunes de Jupiter si Jupiter était au niveau de la Terre? Si Jupiter était au niveau de la Terre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de la vie ailleurs? C'est ça que tu es en train de dire. Voilà. Oui, d'accord. Je crois avoir compris. Oui. OK. Non, très clairement, si l'évolution du système solaire avait fait que la Terre que les planètes aient une autre configuration, il y aurait eu d'autres objets, et il n'est pas exclu que sur d'autres objets, il y ait aussi de l'eau stable à l'état liquide. Comme il se trouve sur Titan, c'est pas de l'eau, il fait moins 200 degrés, c'est des lacs d'hydrocarbures à très très basse température. Donc l'évolution qu'il y a eu sur Terre ne peut pas avoir pris place sur Titan. Il y aura une autre évolution. Et donc effectivement, on pourrait très bien concevoir que dans une autre configuration, on aurait des planètes avec d'autres configurations elles-mêmes, éventuellement avec de l'eau à l'état liquide. Mais c'est pas pour autant que cette eau-là aurait eu les propriétés de ce qu'était l'eau terrestre il y a 4,4 milliards d'années,
où l'impact, il y aurait eu les mêmes impacts de la matière extraterrestre dans ces choses-là, mais il n'y a aucune raison de penser que ces impacts-là auraient donné naissance aux mêmes formes d'évolution, avec les mêmes types de membranes, les mêmes pressions osmotiques, les mêmes chiralités, les mêmes acides aminés sélectionnés, etc. Donc il y aurait eu, et je pense qu'il y a même eu sur Titan, une évolution à partir de ce matériau-là vers des formes organiques très complexes dans certains cas, mais qui n'ont aucune des propriétés de ce que nous on appelle les propriétés du vivant. On est obligé d'arrêter là. Merci à vous en tout cas. Merci au film magnifique. Et merci à Jean-Pierre Bibring.